Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Marché, c'est Rick et soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes le jeudi 1er mai. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Mais nous, on ne va pas chômer aujourd'hui parce que j'ai énormément d'actualités à vous partager. Accrochez vos ceintures, ça va swinguer, mais je vous souhaite quand même à toutes et à tous une bonne fête du travail. Les marchés américains, eux, ne sont pas fermés. Vous allez voir, ils ont de quoi nous abreuver tout au long de la journée. On commence avec le calendrier économique qui, donc vous le voyez, hein, redistribue effectivement, enfin nous repartage plus exactement les journées fériées du côté de l'Allemagne, Suisse, France et également de la Chine, mais du côté des États-Unis. On aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, on aura les PMI manufacturiers qui sont attendus en hausse par rapport au précédent, peut-être un impact de la politique de Trump. On aura l'occasion de suivre ça. Mais des news qui vont faire bouger les marchés. Je vous rappelle que demain, on aura les NFP qui viendront amener aussi leur lot de volatilité probablement. Concernant les grosses entreprises à suivre, on a quelques poids lourds. Aujourd'hui, c'est probablement d'ailleurs la journée la plus importante à suivre en termes de résultats. On parlera de Meta et de Microsoft qui ont publié d'ici quelques minutes. Mais avant, regardez ce qui nous attend. Apple, Amazon, Eli Lilly du côté de la santé, avec Amgen d'ailleurs, et on a également du côté de la consommation, McDonald's ou encore KKR. Vous avez d'autres entreprises qui publieront, qui sont bien connues et bien suivies par la plupart d'entre vous, CVC Health ou encore Airbnb. Bref, il y a du lourd qui va tomber aujourd'hui et ça va nous donner de quoi analyser ces entreprises. Côté actualité plutôt économique, on a eu l'inflation PCE hier aux États-Unis qui ralentit par rapport au précédent, mais on est toujours au-dessus du consensus, enfin en tout cas de ce qui est visé, je vous rappelle, qui est le 2. Donc pour l'instant, ça chute, pas suffisamment encore, ça va dans la bonne direction. Est-ce que ça suffit pour bien faire baisser les taux pour la Fed? Pas forcément, en tout cas, c'est pas une raison actuelle qui maintient ou qui inviterait la Fed à baisser, puisque malgré tout, on a quand même une baisse de ce côté-là. D'ailleurs, si on parle un petit peu des prévisions, on voit bon, que du côté de mai, hein, je me mets sur mai, c'est quasiment acté, il n'y aura pas de baisse des taux. Côté de juin, ça s'est un petit peu renforcé. On fait le ping-pong, vous voyez, depuis un mois sur la baisse des taux entre 55 et 65% comment dire, d'orientation où effectivement on baisserait les taux. Donc on verra ce qu'il en est réellement. Pour l'instant, ça reste sous contrôle et on est plutôt dans, en tout cas, sur une baisse des taux qui ne sera pas le cas en mai, mais potentiellement en juin. Concernant les autres actualités, économiques, il me semble que j'en ai loupé une que j'aurais voulu, vous partager avant de vous parler de la non, c'est ça, c'est le PIB, exactement. Le PIB ici qui est, lui, est en forte contraction et bien en baisse, hein, 2,4 le trimestre précédent, moins 0,3, donc on est, sur un trimestre négatif comme vous pouvez le voir. Alors c'est la question que je vous pose ce matin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une récession? Parce que je vous rappelle qu'il faut 2 trimestres consécutifs pour parler de récession en baisse du côté notamment des États-Unis, mais partout ailleurs, ou alors on est tout simplement au début d'un vrai ralentissement qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années. J'attends bien évidemment votre retour là-dessus. Donald Trump n'a pu s'empêcher d'accuser, cette fois-ci pas Powell, mais Biden, avec un photo que j'ai trouvé assez rigolote ici, qui a été reprise et transformée. C'est quand il avait annoncé les droits de douane et ça a été changé avec une heatmap assez rigolote qui montrait un petit peu les marchés en baisse. Plus intéressant cette fois-ci est de creuser pourquoi effectivement on a le PIB qui chute. J'ai relayé ici l'information d'Alexandre Baradez, que je trouvais extrêmement pertinente. Trump a bien évidemment envie de toujours trouver un bouc émissaire, que ça soit Jérôme Powell ou Joe Biden. Là, en date, c'est en tout cas, c'est la faute de Joe Biden que ça baisse du côté du PIB. Finalement, quand on regarde de plus près, est-ce que ça serait pas la faute de Trump? Puisque ce qui a vraiment coûté cher dans le PIB, eh bien, c'est les imports. Vous voyez qu'ils sont en net recul, quasiment, -5 je crois. Donc effectivement, est-ce que c'est vraiment, Biden le responsable? Je n'en suis pas si sûr. D'ailleurs, Trump qui a pris la parole a, dit et maintenu en tout cas, sa volonté de voir Elon Musk rester, dans son administration, alors que celui-ci a dit qu'il allait se reconcentrer sur Tesla. Tesla, et j'ai pas pu, comme je l'ai dit ici, m'empêcher de le dire, a perdu 35 depuis, l'investiture de Donald Trump, donc c'est pas rien et les actionnaires de Tesla, eux, sont un peu agacés de la situation et d'ailleurs, il y a même eu, des rumeurs qui ont été démenties par la présidente, mais comme quoi on chercherait un nouveau CEO, du côté de Tesla, donc Elon Musk se remet aux affaires. Du côté des droits de douane, puisqu'on en parlait un petit peu, un graphique assez intéressant, que je vous ai partagé, je vous l'explique ici. On avait des droits de douane, hein, vous voyez, qui ont baissé au fur et à mesure du temps. Alors il y a eu des politiques protectionnistes, hein, on le voit bien sur, les pics qui se sont, faits au fur et à mesure du temps et c'est le cas actuellement puisque ici on le voit sur ce graphique, eh bien, la hausse des taux suite, à l'arrivée de Donald Trump. On a ensuite le durcissement et enfin les nouveaux droits de douane. Alors, le descriptif, vous pouvez le retrouver dans le rapport, c'est un rapport du FMI où j'ai trouvé ça. Mais c'est extrêmement intéressant de voir effectivement, le côté protectionniste et finalement qu'on était quand même sur des droits de douane
ont baissé, 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 baissé au fur et à mesure du temps et que Donald Trump est vraiment là pour renforcer ce cap. Concernant la Banque du Japon, cette fois-ci, notamment pour les amateurs du yen japonais, je sais qu'il y en a parmi vous. Il faut savoir que la Banque du Japon, malgré une inflation qui reste assez élevée, a décidé de ne pas réélever ses taux, mais il y a une news qui est importante, c'est qu'elle a revu à la baisse sa croissance, qui était attendue à 1,1 et désormais elle est à 0,5. Pas forcément de bons signaux, mais cela fait sens, puisqu'effectivement le Japon paie les décisions de Donald Trump avec les surtaxes sur l'automobile et l'acier qui pèsent bien évidemment lourd sur ses exportations. J'ai plus les chiffres en tête du PIB du Japon, mais on sait qu'une grosse partie est liée aux exports. Donc il faut bien évidemment être vigilant là-dessus. On a parlé du Japon, je vous propose de parler un petit peu de la Chine qui inquiète de nouveau avec ses PMI d'avril, notamment les PMI manufacturiers qui sont en contraction, qui peut être lié également bien évidemment à la politique. Moi je pense que ça reste éphémère, c'est mon avis. Je pense qu'il y a des opportunités qui vont se créer pour l'Europe et pour la Chine, si en tout cas on maintient des taux de douane assez élevés. On verra ce qu'il en est. Je pense que là c'est plutôt du court terme. Mais bon, malheureusement, ça vient pas être dans le scénario que j'espère, avoir cette relance, économique de la Chine. Même si on a vu, le gouvernement chinois, il y a quelques mois, investir des milliards, pour l'instant, ça reste quand même assez faible. Je vous ai partagé hier, on va parler de la France maintenant, 5 actions qui ont cartonné ces 5 dernières années puisqu'elles ont fait x2, x3 jusqu'à x6 sur leurs résultats nets, hein, on parle bien de bénéfices entre 2019 et 2024. Je regardais ça pour un membre que j'accompagne en coaching et donc j'ai décidé de vous le partager. C'est sur X, vous pouvez retrouver ça. Donc notamment, vous y retrouverez Hermès, mais aussi des sociétés moins connues qui peuvent représenter des gros potentiels en bourse. C'est pas des conseils en investissement, encore une fois ici, mais c'est des pistes de réflexion. Je vous invite bien évidemment à parcourir. Et puisqu'on parle du CAC 40, par des entreprises françaises de manière plus large, eh bien, reprenons un peu ce qui s'est passé sur les marchés. J'ai décidé de sortir ce format que je trouve assez intéressant, c'est reprendre les top 3 des performances. C'est un top et de flop, hein, ni plus ni moins. Top 3 des meilleures performances sur la journée du CAC et les 3 pires. Et donc, j'ai trouvé Edenred, enfin j'ai trouvé, c'est plutôt Edenred qui a fait la meilleure performance. Alors attention, c'est sur la journée, parce qu'Edenred est en chute libre, simplement parce que le titre a rebondi. Vous le savez, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, ça a énormément chuté. Il y avait des inquiétudes liées à une possible réforme des tickets restaurants au Brésil. C'est pour ça que quand il y a des rumeurs, il faut être extrêmement prudent, avec un projet du remplacement du système PIX qui avait fait craindre une remise en cause de son activité. Finalement, comment dire, ces phénomènes en tout cas de rumeurs semblent s'être un peu calmés et donc le titre a rebondi de ce côté-là. La Société Générale a très bien publié hier. On a eu une rentabilité des fonds propres qui est ressortie à 11 et on sait à quel point c'est important dans ce type d'entreprise et donc jolie performance de 3,75 hier. Du côté de Euroscientifics, qui a très bien performé suite à la publication de ses résultats et qui est une entreprise ultra solide, eh bien, les spécialistes des analystes a rassuré, le spécialiste des analyses a rassuré la communauté financière sur son exposition aux tensions commerciales et publié une croissance organique supérieure aux attentes au premier trimestre, portée par des acquisitions et une demande donc soutenue. Et le titre en profite. Du côté des mauvais élèves hier, bah, malheureusement, le Crédit Agricole qui subit un petit peu le poids de l'inflation et qui a pesé sur ses marges d'intérêt et conduit à un renforcement des provisions du risque à crédit, grevant les résultats pardon, du trimestre, tout simplement parce qu'effectivement, on a des résultats qui sont pas forcément mauvais hein, du côté du Crédit Agricole, mais c'est plutôt les perspectives qui, a priori, ont fait chuter le cours ici. Total Energy, là, c'était la sanction et honnêtement, on s'en sort pas si mal. D'ailleurs, je suis assez surpris. Je vous ai mis moins 2,27. Est-ce que c'est vraiment 2,27? Je vais aller vérifier ça. Oui, moins de 27. OK, bah, le titre avait perdu beaucoup plus, hein, en début de session. Vraiment, vous voyez, on avait ouvert avec gap et finalement ça a été, racheté sur un niveau un petit peu de double support. On a l'oblique, ici et puis aussi surtout, hein, ce gros niveau, des 48,50 qui tient du côté de Total Energy. Ça a été racheté malgré tout moins 18 sur le premier trimestre, pénalisé donc, par notamment la baisse du cours du pétrole. Et enfin Stellantis qui avait, bien démarré la journée, mais finalement qui a fini par, s'effondrer une fois de plus, moins 1,94. Ça, c'était du côté de la France. On va bien évidemment passer, je vous le disais, ah non, juste avant, pardon, je veux vous parler également des publications de Microsoft, qui a publié oh que c'est beau Microsoft, vous savez que c'est une entreprise que j'affectionne particulièrement. Bénéfices ajustés, on est en hausse, chiffre d'affaires plus 13,3. Ça cartonne, tout va bien dans le meilleur du monde. On est à 25 milliards de chiffre d'affaires, un BPA en hausse de 17,7%. Bien évidemment, dans un secteur qui est ultra moteur, le cloud et l'IA. Du côté du consensus, je n'aime pas trop suivre ça, mais dans l'article que j'ai lu, j'ai trouvé ça hyper intéressant. 53 avis positifs, aucune vente. Tout le monde est orienté à la hausse. Le titre cote aux alentours de 360 $ actuellement. Et on a un objectif médian qui est à 480 $. Le titre prend pardon, plus 5%.
sur le trimestre, malgré, un début d'année, qui a été difficile si on se prend, bien évidemment, en year to date. Voilà, donc le titre rebondit bien sur son support, sur sa MM200 quasiment. On rebondit, on y va, c'est parfait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y en a un autre qui se porte pas mal, c'est, Qualcomm qui a dépassé les attentes, au T1 aussi, de 85,282 pour le BPA, chiffre d'affaires 15,4 de croissance, résultat net également satisfaisant. Le marché, malgré tout, en attend peut-être, un petit peu trop parce que, le prix, on peut pas dire que ça soit ça, hein, par rapport à comment dire? Je vais y arriver, à son graphique. On va le mettre un petit peu plus en zoom. Vous voyez, on est quand même dans cette phase où on a corrigé, on a fait une phase de consolidation. On est venu casser, cette MM200. En réalité, on est dans un gros range, hein. Ici, vous avez une vue à 5 ans. On voit que depuis 5 ans, c'est pas un titre qui est en ultra tendance haussière, donc on vient sur des zones de repli qui sont souvent payées. Maintenant, effectivement, peut-être que ces bonnes publications aideront le titre à repartir. Je ne sais pas si certains d'entre vous, suivent ce titre de plus près, mais qu'ils n'hésitent pas, bien évidemment, à me le partager si c'est le cas. Meta qui a plutôt bien publié également, un gros chiffre d'affaires en croissance, des chiffres très, très intéressants. On a un quatrième trimestre consécutif de dépassement des attentes, mais c'est vrai que depuis janvier, on a quand même un titre, qui a subi, hein, aussi les foudres du marché. Mais, encore une fois, est-ce que c'est pas un excès? Alors il y a 2 choses, c'est que peut y avoir le fait que tout le marché se mette à vendre et à prendre des profits. Il y a aussi le fait que Meta est peut-être un peu trop valorisé, hein, c'est des gros, gros ratios de valorisation. Mais quand les résultats sont bons, bah, ça peut redonner une dynamique. On voit qu'on est sur un niveau clé, hein, les 549 $, 550. On pourrait rebondir dessus. Au cas où on s'enfonce un peu plus, on aura les 440. Par contre, après, ça serait bien de ne pas lâcher cette zone parce qu'on pourrait s'enfoncer sinon sur des niveaux plus bas avec la moyenne mobile 200 qui pourrait arriver sur la zone des 300, 360, 380. À suivre donc, mais ça sera effectivement, important de voir tout cela. Voilà en tout cas du côté de l'actualité, je vous laisse également avec de la news sur eBay ou autre. Il y a plein de choses également sur mon profil X que vous pouvez venir parcourir. On passe sur je l'ai enlevé puisqu'on a été voir hop, on a été voir Total, donc on se remet sur nos indices américains. Et effectivement, on a eu un piège vendeur hier et dans lequel je me suis engouffré, mais alors les 2 pieds dedans. Simplement, hein, j'avais dit c'était mon plan, donc je ne m'en cacherai jamais et puis je suis très content d'avoir pris ce trade. Une englobante dans une zone d'indécision, j'ai un biais baissier, le ratio était de 3, donc ça valait largement le coup. Donc il s'avère qu'au moins il n'y a pas eu de suspense, hein, j'ai, même pas été en positif sur ce trade puisque j'ai quasiment vendu le point bas. C'est pas très grave. Ça fait partie du jeu, il faut savoir suivre son plan. C'est des setups qui ont beaucoup marché par le passé, quand on regarde d'ailleurs la tête de ces baisses-là, bah, c'est là où on avait eu, alors on le voit très bien en daily, hop, on avait eu cette configuration de cassure, on tente une réintégration, on rejette et derrière on avait eu l'impulsion. Pareil ici sur la moyenne mobile 200, on avait eu ici ce petit rebond, on attend le signal de rejet, ça baisse. On a les mêmes choses en 4 heures. Donc il faut, continuer d'appliquer ces plans. Le marché veut repartir à la hausse. En tout cas, il y a quelques belles publications qui ont aidé effectivement du côté du Nasdaq. Tant mieux pour le Nasdaq. J'ai toujours cette zone, alors il me faudra encore une fois un gros signal de vente pour la vendre, hein, je ne vais pas la vendre comme ça, mais ça reste une zone, moi je reste avec mon biais baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 20 900. Alors ça fait loin, hein, vous me direz, mais c'est pas très grave. Ici, j'ai pas pris de vente. Le seul trade que j'ai pris, c'est à la vente ici et donc qui n'est pas passé. Je vais attendre de voir la suite. J'aimerais effectivement pouvoir revendre ici si on a un signal. J'hésiterai pas en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire jusque par exemple au dernier point bas, 17 000, voire même, les derniers vraiment points bas de la chute. Ça reste mon plan. Attention malgré tout, c'est assez risqué. C'est pour ça que j'attends un gros signal 4 heures parce que ça revient clairement à faire du contre-tendance. Enfin, il y a plus vraiment de tendance en réalité, c'est plus ça. C'est que pour moi en daily, bon, certains diront qu'on est reparti à la hausse, je suis assez OK. En réalité, on peut le dire, hein, si on s'en suit à la théorie de dos, ça reste pas une grosse tendance haussière bien développée comme j'aime, mais c'est vrai qu'on a une cassure d'oblique, on a un double bottom et je pense qu'il y a un moment, il faut aussi arrêter de s'aveugler. La seule problématique, c'est d'acheter dans cette zone, ça m'embête un peu, c'est les 0,618 de la baisse et surtout, c'est une zone de polarité. Donc acheter sous la résistance, je suis pas fan. Par contre, si ça casse et ça accélère et qu'on a la possibilité de rentrer pour un petit day trading, par exemple, ou un tout petit swing, ça peut être, pertinent de ce côté-là. Après, si évidemment on réintègre le gros range qu'on avait eu, attendez, hop là, je vais mettre en daily. Ce gros range-là, alors là, pour le coup, ça sera beaucoup plus simple effectivement de chercher des achats. Là, je parle vraiment dans le day trading. L'avantage, hein, c'est que effectivement, je conserve mon biais, j'ai plutôt envie de vendre en trading. L'avantage qu'on a quand ça pète, bah, c'est que les achats qu'on a fait sur les ETF se portent bien. Voilà, hein, dans l'investissement, j'essaye pas trop de timer le marché. Et ça, c'est mon petit Vanguard sur lequel je fais du DCA. J'ai eu de la chance, vraiment de la chance, puisque le premier lundi d'avril, il s'avère que c'était le lundi 7 avril. Donc, j'ai payé quasiment dans ces niveaux-là. Donc, en plus, j'avais remis un gros tir parce que je voulais refaire un tir à 20%.
J'avais dit si quand on sera sur les 20 j'achèterai en masse. Bah, il s'avère qu'on a eu de la chance, on avait ouvert avec Gap, suite, à une prise de parole de Donald Trump, donc j'avais renforcé, bah, encore mieux qu'au moins 20. Tant mieux pour moi, c'est de la chance, peut-être, honnêtement, il y a une grosse part de chance là-dedans, mais il y a aussi une part où on est automatique, on réfléchit pas trop à ce qui se passe, ça chute, on veut investir fortement sur les États-Unis dans les prochaines années, donc toutes les corrections, de -20, -30. Alors ici, j'ai mis -28 simplement parce que c'est un petit niveau, donc je renforcerai à -28. Mais si on y vient, bah, il y a fort à parier que je remettrai aussi. Et si on vient sur les -40, je remettrai aussi. Parce que j'estime que d'ici 5-10 ans, ce niveau-là, on en rêvera d'y être. Et donc, vu que je vois à 5-10 ans et que je vois pas ce qui va se passer dans les 2 prochains mois, ça me dérange pas de payer. Concernant le trading, c'est différent puisqu'on est sur une approche, effectivement, qui est quand même complètement différente, puisqu'on trade non pas pour ce qui va se passer dans 10 ans, mais ce qui se passe un peu au jour le jour. Voilà de ce côté-là. Émission assez lourde et chargée. J'espère avoir été suffisamment détaillé sans l'être trop. Pas toujours évident quand il y a beaucoup de news pour en faire un format, on va dire synthétique. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo, tous ceux qui s'abonnent bien évidemment. N'hésitez pas à venir me suivre sur X et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.